Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Alain. Bonsoir Audrey, bonsoir à tout le monde. Ravi d'être avec vous cette belle Bienvenue, soirée. oui, bienvenue dans ce second épisode de Sacrée Conversation. Et cette fois-ci, le thème de ce soir, ça va être l'amour. Voilà, vous savez qu'à présent, en fait, pour choisir les thèmes, eh ben, nous inspirons, nous tirons une carte, nous sommes peignants, nous tirons une carte des oracles que nous connaissons et avec lesquels nous vous formons habituellement. Donc aujourd'hui, c'est l'oracle Béline. Et la carte du jour, ça va donc être l'amour. Donc, qu'est-ce que l'amour? Comment lui faire toujours plus de place dans notre vie? Peut-on aimer inconditionnellement l'ensemble du vivant? Quelle est la différence entre aimer et vouloir posséder? Qu'est-ce que cela changerait dans nos vies si nous étions guidés par l'amour? Qu'est-ce que cela changerait dans nos vies si nous étions motivés par l'amour? Et si nous puissions notre courage dans l'amour? Et en même temps, pourquoi est-ce que nous sommes fascinés et en même temps nous avons peur de l'amour? Voilà. C'est des questions qui nous sont venues autour de l'amour, mais bien évidemment, ça s'appelle Sacrée Conversation. Donc, vos questions sont les bienvenues. Ça va être vraiment plus sous la forme d'un échange ce soir, d'un échange. Et puis, bien entendu, Alain va déjà commencer par introduire cette soirée avec, en mettant. T'as ton petit chevalet? Bah oui, hein. Je ne m'en sépare plus de mon petit chevalet. En expliquant la vision donc de l'amour qui est liée à cette carte-là. Et, et avant de commencer, ça y est, je vous vois vous connecter, je vous vois commenter. Bonsoir Mounard, bonsoir Marion, bonsoir Annika, bonsoir Aline, bonsoir Camille. Ravie de vous voir. Super, merci d'être fidèle au poste pour ce rendez-vous, ce deuxième rendez-vous. Donc, est-ce que vous êtes prêtes? Pour l'instant, je ne vois que des femmes dans le chat. Est-ce que l'amour, ça vous inspire? Si vous avez des questions ou des commentaires, elles sont bien évidemment les bienvenues. Et en attendant de vous lire, merci Annika. Alain, Oui. tu as la parole. Voilà. Hein. Ah. Ça fait un peu jeu de construction, mais c'est sympathique. Annika qui voilà, nous dit l'amour voilà. la plus puissante. Annika nous dit l'amour est la force la plus puissante. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait bouger les montagnes et même beaucoup plus. Très beau film d'ailleurs à ce sujet, L'infinie puissance du cœur. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Tu l'as vu toi Alain celui-là? Non. Non. Je te le recommande. Sortir les mouchoirs. Je vais m'y atteler alors. Justement, j'avais une boîte de Kleenex. Une boîte de mouchoirs en papier, pardon. Pourquoi on ne dit pas Kleenex? Ben, parce que c'est une marque. Ah, d'accord. Je viens d'apprendre un truc. Coucou Joël. Ok. Bon, alors, si vous êtes tout le monde est prêt, c'est parti. Tout le monde est là? Merveilleux ça. Donc, avec Audrey, nous avons décidé ce soir de vous parler de l'amour et pour vous représenter ce domaine bien particulier, eh bien, nous avons choisi le Béline avec ces trois belles cartes, la passion, l'union et l'amour. Voilà. C'est vraiment trois états que l'on peut conscientiser, hein, qui sont que l'on a tous vécu et que l'on vivra encore, et je vous le souhaite plein beaucoup. Voilà. Donc, trois états qui sont bien représentés, hein, et qui sont de plus en relation avec Vénus, hein, puisque ces trois cartes font partie de la famille vénusienne. Hein, que vous voyez Vénus, que vous. Alors, attendez, donc je vais faire ça. Moi, c'est inversé. Voilà. Donc, Vénus, la planète Vénus est là, dans ce petit blason. Voilà. Et donc, la planète Vénus, bien entendu, est en rapport avec l'amour.
Mais plus, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de, on dit la planète Vénus c'est l'amour, mais en réalité la planète Vénus pour chacun de nous, c'est plutôt la manière dont on aime, c'est plutôt la manière dont on va vivre l'amour. Hein. C'est plus juste comme ça que de dire Vénus est l'amour. Vénus, non, voilà. C'est plutôt voilà, la manière dont on aime, la manière dont on va vivre l'amour, la manière dont on perçoit l'amour. C'est aussi notre manière d'attirer, c'est notre magnétisme. Voilà, pour faire un petit peu le tour de Vénus, c'est ça. De plus, Vénus est aussi donc la recherche de l'équilibre. Donc, certaines personnes vont rechercher l'équilibre dans la relation amoureuse. Hein. Alors, il peut y avoir plusieurs manières, l'équilibre complémentaire, c'est-à-dire on va chercher quelqu'un qui soit notre complément. Après, on va dire que les opposés se rejoignent, donc il y a cette notion de chercher vraiment quelqu'un qui soit notre antagoniste, mais en réalité, ça revient à la complémentarité. Hein. C'est la même chose vécue de deux manières différentes. Et puis, il y a l'amour, on va dire l'amour de partage, qui est aussi là, à un octave au-dessus. Il y a la passion. Alors, la passion, elle est ici, vous voyez. Non, là, c'est inversé. La passion, elle est ici. Ce sont ces deux cœurs qui sont percés de flèches, hein, avec un coq, là. Le coq, eh bien, vous savez que c'est le roi de la basse-cour. Donc, le coq augure qu'il y aura plusieurs relations. De plus, les cœurs percés indiquent que l'on peut concevoir la passion comme de l'amour, mais en réalité, ça n'en est pas. La passion est vraiment un principe du principe du feu. Hein. Ça brûle très fort, la passion, mais ça ne dure pas longtemps. Voilà. Après, quand la passion redescend, eh bien, on ressent un vide. Pour les gens qui sont passionnels, hein, on ressent un vide et on va chercher une autre passion parce que c'est la passion qui nous anime, c'est ce feu dévorant qui nous anime et donc on va aller de passion en passion. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a le coq. Hein, je vous dis, le coq a plusieurs poules. Donc le coq représente bien cet état passionnel. Hein, on va aller de feu en feu. Et on va vivre comme ça, croyant que la passion, c'est de l'amour, mais ça n'est pas au sens propre du terme. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes se sont un peu enchevêtrées, donc c'est celle-là. Voilà, vous avez cette très belle carte de l'union. Je vous la montre un peu plus près. Voilà, cette très belle carte de l'union, hein, elle est hyper jolie. Voilà. Donc l'union, vous voyez, c'est deux cœurs qui vivent enflammés. Donc c'est pas de la passion, mais c'est la flamme de l'amour. Hein. C'est cette flamme qui anime les gens qui s'aiment. Hein. C'est quelque part ce feu qui réunit, hein, cette même direction. Mais vous voyez que là, l'union est bien représentée car il n'y a pas fusion. Si vous regardez bien dans l'image, regardez l'image comme elle est bien parlante, il n'y a pas fusion. Il y a deux cœurs, un à côté de l'autre. Hein, d'accord ? Ce qui indique que l'union, c'est pas pour fusionner, c'est vraiment deux êtres différents qui sont unis et qui vivent de manière synergique. Ça, c'est important parce que la fusion, bien entendu, quand on fusionne, eh bien, il y a forcément une notion de disparition d'une des deux personnalités, on va dire, hein, disparition d'un des deux êtres au profit de l'autre, bien entendu. Et ça aussi, la fusion n'est pas bien adaptée à ce domaine de l'amour. Hein. Alors, c'est sûr qu'au début, il y a toujours un peu, on veut faire plaisir à l'autre, on veut se montrer sous son meilleur jour, mais il y a beaucoup de philosophie et d'initiation justement qui proposent de se présenter à l'autre tel que l'on est. Bien sûr, pas sous son mauvais jour, mais de pas en faire trop, car si on en fait trop au début pour plaire à l'autre, eh bien, vous pensez bien qu'au bout d'un moment, eh bien, il va y avoir un décalage entre la personne que vous avez rencontrée qui s'est formatée par rapport à certains désirs pour plaire à l'autre, et puis de temps en temps, eh bien, ça va un peu décliner. Vous allez voir la personne
telle qu'elle est et ça risque de créer un décalage. Voilà. Et nous avons aussi dans ce merveilleux jeu qu'est le Béline, qui paraît très simple, mais qui en réalité est de très belles compositions avec de belles subtilités. Voilà, là nous avons, hop, j'essaie de mettre droit, là nous avons la carte de l'amour. Donc là, on retrouve ces deux cœurs, hein, toujours avec la petite mèche. Mais vous voyez que l'amour, ce sont deux cœurs qui sont côte à côte et qui sont portés par un oiseau qui vole. Hein. Donc, l'amour est cette notion qui va nous amener vers l'éveil. Hein, l'amour, comme l'a dit quelqu'un, est cette belle force qui règne dans l'univers. Et de ce principe-là, eh bien, il y a cette notion d'éveil. Alors, l'amour qui éveille, en réalité, dans cette carte-là, ce que ça veut dire, eh bien, c'est cette notion de la différence. C'est-à-dire, quelque part, c'est la compassion. Hein, c'est de se rendre compte que l'autre est différent de soi et que je l'accepte tel qu'il est. Je l'accepte dans son entièreté, avec ses différences, avec ses façons de faire différentes, avec ses désirs différents. Et on est là pour partager justement les différences de chacun, pour en faire une richesse, pour en faire quelque chose qui va être transcendant, hein, et non pas chercher à faire de l'autre ce que l'homme aimerait qu'il soit ou toute autre chose dont vous devez savoir, dont nous parlerons peut-être après suivant le questionnement. Mais voilà, donc l'amour, il est dit dans les initiations que l'amour à son taux vibratoire le plus haut pour nous du règne humain, ben c'est cet amour, c'est l'amour qui se transforme en compassion, qui fait que quelque part on respecte l'autre autant que ce que l'on se respecte soi. Voilà. Et c'est toujours assez bon, ça demande parfois quelques petites remises à jour de manière à aller dans ces voies de compréhension là, Audrey. C'est sûr. Et qu'en est-il de l'amour inconditionnel? Oh, ça, c'est une vague question. C'est une question qui est très importante en réalité. Inconditionnel, de par son mot, ça veut dire sans condition. Donc, partant de là, on est plus dans l'amour de la compassion, bien entendu. Parce que qui dit compassion dit non-condition. Quand on est dans des relations de besoin. Vous entendez parfois dire les gens, ah oui, j'ai rencontré un tel, si tu savais comme il me sécurise, il me rassure, tout ça. Là, on est dans une relation de besoin. Hein, on avait besoin d'être sécurisé, on avait besoin d'être rassuré, donc on rencontre quelqu'un qui fait cet office-là et on se sent bien. C'est un apport extérieur pour sa complétude personnelle. Voilà, ça existe. C'est je dirais, c'est un lieu de, c'est une expérience utile dont, enfin, je pense que dans la majeure partie des cas, on a tous vécu ça à un moment ou à un autre. Voilà. Mais l'amour inconditionnel, ça serait plutôt l'amour de l'univers. Hein, cet amour qui n'est pas vraiment au niveau humain, mais cet amour de l'univers qui fait que l'univers fait tout pour maintenir la vie. L'univers crée de belles choses, crée des choses qui sont en interaction et où il n'y a pas de compétition personnelle. Les arbres ne sont pas compétitifs entre eux. Alors, on pourrait augurer, si on regarde ça avec un point de vue humain, que des fois, un arbre gêne l'autre. Mais ça, c'est la nature qui est ainsi faite. Mais l'amour inconditionnel est cette notion de ne rien attendre. Voilà. J'attends rien, j'aime pour aimer. J'aime, voilà, de manière, j'allais dire, complètement désintéressée. Parce que si vous regardez bien autour de vous, eh bien, l'amour au niveau humain, dans une majorité, elle est toujours un petit peu intéressée de quelque manière que ce soit. Soit je cherche ma complétude, soit je cherche mon opposition, soit, eh bien, la personne, elle m'amène toujours quelque chose, je recherche toujours quelque chose chez la personne. Il y a des grands penseurs qui disaient à peu près ceci. Alors, je ne sais pas leur retransmission exacte et je m'en excuse parce que
c'est pas du mot pour mot, mais qui disait ceci. Avant de pouvoir... alors, il y a deux, trois choses. Hein. D'abord, avant de pouvoir aimer, il faut s'aimer. Ça, c'est important. Parce que et je parle pour moi, hein, je ne parle pas là pour la généralité, mais c'est vrai que s'aimer, c'est pas donné à tout le monde. S'aimer vraiment de manière inconditionnelle soi-même, eh bien, moi j'ai œuvré dessus, hein, pour vous dire la vérité. Je suis pas, voilà, donc il faut apprendre à s'aimer déjà, et il faut s'aimer de manière inconditionnelle. Moi j'ai des bugs structuraux, donc forcément, voilà. Mais ça passe déjà par soi. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme, mais pour pouvoir partager l'amour, il faut déjà en avoir les ressources. Hein. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas partager quelque chose que l'on ne détient pas. Si, par exemple, si vous ne savez pas ce qu'est le rouge, j'aurais beau vous parler du rouge, vous ne saurez pas ce que c'est si vous n'avez pas expérimenté le rouge. Voilà. Eh bien, là, c'est pareil. Hein, si on n'expérimente pas les choses et qu'on n'en détient pas la quintessence, eh bien, on ne va pas pouvoir l'exprimer et on ne va pas pouvoir le repérer. Donc, la première chose à faire, c'est justement à l'expérimenter pour soi. Et puis après, on va pouvoir aller dans cette voie-là. Et il y a Osho qui disait, tiens, Maître Osho qui disait que l'amour, c'était de partager son bonheur et de ne pas chercher son bonheur avec l'apport de l'autre. Hein, c'est-à-dire être dans le bonheur soi-même et après on rencontre quelqu'un qui est lui aussi dans le bonheur et on partage nos bonheurs. Voilà. Il n'y a pas de notion de complétude, il n'y a pas de toutes ces notions-là. Hein, on partage deux entièretés. Voilà. Voilà un petit peu quelques notions sur l'amour qui sont toujours parfois et maintes fois un petit peu difficiles à entendre parce que quand on regarde, des fois, on pensait qu'on était, et puis bon, on se rend compte qu'on est un petit peu dans ce qu'on appelle la relation de besoin, où voilà, on n'est pas vraiment, on ne vit pas l'amour que l'on pensait vraiment d'un point de vue théorique. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que pour un même mot, ça me fait penser aux Esquimaux qui ont je ne sais pas combien de mots différents pour dire neige ou blanc, ou les deux. Et parce que c'est leur environnement et qu'ils voient des nuances dans ce avec quoi ils sont proches. Alors que pour nous, neige, c'est neige. Mais amour, par exemple, ça comporte de nombreuses nuances. Là, déjà, en 10 minutes, tu viens de peindre un tableau de l'amour qui va de la relation justement de besoin à l'amour inconditionnel, en passant par l'amour de soi, en passant par la compassion. Donc, il y a vraiment différentes acceptions, on va dire. On met différentes choses derrière le mot amour. Et c'est vrai que ce serait intéressant pour tous de méditer justement sur qu'est-ce que l'amour pour nous, qu'est-ce que l'amour en soi, comment est-ce qu'on le reçoit, comment on le ressent à l'intérieur de soi pour soi-même et aussi pour les autres. Et après, regarder de quelle façon on s'aime soi-même et de quelle façon on aime les autres aussi, pour essayer de voir justement dans quelle nuance d'amour on est. Et essayer de voir aussi dans quelle mesure on peut embrasser l'amour dans ce qu'on pense qu'il peut être de plus grand, de plus beau. Et à ce moment-là aussi de voir dans quelle mesure on peut se l'offrir et dans quelle mesure on peut colorer la relation qu'on a avec les autres de cet amour-là. Voilà. C'est plein d'expériences pour tout le monde. En tout cas, il y a Marion qui nous dit « Éveille pour soi-même déjà si l'on parvient à éprouver de l'amour pour soi ». Oui, si on veut connaître l'amour avec l'autre, il faut déjà le connaître avec soi. Ça, on ne peut pas concevoir l'amour au sens vibratoirement évolutif si on n'est pas dans l'amour de soi déjà au départ. Voilà. La première chose à faire, c'est être dans l'amour pour soi. C'est être amour en réalité. Hein. C'est la distinction la plus adaptée, c'est être l'amour, c'est s'aimer avec tout ce que l'on est. C'est pour ça que l'on parle de compassion par rapport à l'autre, que la haute vibration de l'amour, c'est la compassion, parce que la compassion, c'est ce qui va vous faire apprécier l'autre dans ce qu'il est. Voilà, dans son entièreté et dans ce qu'il est,
avec toutes ces différences et tout ce qu'il est, voilà. Eh bien, ayons de la compassion pour soi déjà, hein, c'est-à-dire de s'aimer sans distinction. On ne s'aime pas parce qu'on a des belles oreilles, on ne s'aime pas parce qu'on a des beaux yeux, mais on s'aime parce qu'on est soi, on s'aime soi, on est, voilà, c'est tout, voilà. On s'aime sans tenir compte de nos qualités, des défauts de nos qualités, de nos perceptions, qu'elles soient physiques ou morales, ou émotionnelles, ou spirituelles. Hein. C'est s'aimer dans son ensemble, parce que souvent on croit que l'on s'aime, mais si on regarde bien, il y a matière à œuvrer sur le fait, hein, d'accord. Déjà, un exemple tout bené, un exemple qui me vient là et que je vois souvent en consultation, c'est vous avez des personnes, hein, hommes ou femmes, on s'en fout, c'est valable pour tout le monde. Vous dites, ah oui, mais moi je m'aime, moi vous savez, j'ai travaillé sur l'amour, tout ça, je m'aime. Voilà, et puis tout en discutant, hein, parce que le but de la consultation, c'est de laisser parler. Les contrôles s'amenuisent de minute en minute, et puis la personne, elle se lâche, comme on dit. Et puis elle vous balance ça comme ça à un moment, vous dit, voilà, ça fait 30 ans que j'aime pas mes oreilles, par exemple. Vous en avez d'autres, vous dites, oh là là, putain, moi je déteste mes fesses. On n'est pas dans l'amour là, hein. Même si ça paraît un petit peu comme ça, un petit peu futile, les fesses, les oreilles. Mais c'est justement ça, l'amour, c'est être amour pour soi et s'aimer tel que l'on est. Qu'on ait des petites, des grosses fesses, des petites oreilles, des oreilles comme ça, des oreilles à l'envers, j'en sais rien, moi. Voilà, on s'aime tel que l'on est. Voilà, avec ce que l'on est, que l'on soit, je vais dire, très philosophique ou que l'on soit basique, que l'on soit, voilà, on s'aime comme on est, voilà. Et ça, c'est déjà une grande leçon de vie, ça, parce que c'est pas donné, hein, c'est pas donné. Déjà, il faut faire. Hein? D'où ça vient justement, j'ai envie de dire, ce réflexe de rejet de soi, parce que finalement, je Il est pense très que simple. la plupart des gens, si ce n'est même tout le monde, ne s'aiment pas inconditionnellement. Il est très simple, ce rejet. Ce rejet, il est d'une simplicité enfantine. Et quand je vais vous le dire, vous allez me dire, ah, c'est ça. Ben oui. Vous savez ce que c'est? Ça tient en un mot. Jugement. Jugement. Oui, mais d'où ça Jugement, vient? comparaison, c'est tout. Quand vous sortez du jugement de la comparaison, déjà, vous avez fait un pas vers l'amour. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous apprécier tel que vous êtes. Voilà. Et pour sortir du jugement et de la comparaison, eh bien, je veux dire, c'est une rééducation. Hein, c'est simplement ça, une rééducation. Depuis qu'on est tout petit à l'école, on vous apprend une chose, à la maternelle déjà, ah toi tu es le plus beau, alors tu vas avoir une image, c'est-à-dire que l'autre il est complètement toulé, que surtout il n'aura pas d'image. Voilà. Ah toi tu es gentil, donc je vais te filer un truc, un bonbon. Et l'autre il n'est pas gentil, il n'aura pas de bonbon, il n'aura pas voilà, il n'aura pas l'attention affective parce qu'il n'est pas gentil. Et ça commence là le formatage, hein, le formatage inadapté. Hein. Après, ça continue, bien entendu. Hein. Quand vous êtes un peu plus grand, eh bien, vous n'êtes pas, apprécié pour ce que vous êtes apprécié pour ce que vous faites. Et à partir de là, ben, c'est la porte ouverte au jugement, comparaison et tout le reste. Voilà. On devrait apprécier les êtres et s'apprécier soi-même, pas pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est déjà un peu plus compliqué, parce que déjà, ben, tout notre réseau sociétal, il ne va pas dans ce sens-là, tout simplement. Donc, quand on sort de là, déjà, on ne fait pas. Tu vois, il y a beaucoup de clés, entre guillemets, qui sont données dans l'univers de la spiritualité et du développement personnel pour l'amour de soi. C'est par exemple, on note souvent qu'on peut avoir un langage qui est pas très sympa envers soi-même, justement, j'aime pas mes oreilles, j'ai des grosses fesses, ceci, cela. Et alors, un des trucs donnés souvent, c'est au contraire, noter, faire un inventaire de soi, des choses que l'on aime chez soi, etc., etc. Et ça peut être bien pour aller sur le chemin de l'amour de soi, mais on reste encore dans le conditionnel. C'est-à-dire, je m'aime bien parce que j'ai le cœur à la bonne place, parce que
je suis quelqu'un d'intelligent, parce que comment dire, je m'occupe bien de mes enfants, parce que ceci, parce que cela. Et en fait, ça s'est toujours donné des raisons. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lâcher en fait le contrôle des raisons? Que ce soit les raisons pour lesquelles on s'aime pas, que ce soit les raisons pour lesquelles on s'aime, et que juste on s'aime sans raison. Comment est-ce que l'amour arrive, inspire, traverse sans raison? Bah, moi, j'ai ma façon de faire. Après, c'est la mienne. Voilà. Donc, vous pouvez l'expérimenter et vous verrez, et puis trouver la vôtre peut-être grâce à ça. Mais les raisons les raisons qu'Audrey a évoquées, on est toujours dans le jugement. C'est-à-dire, je m'aime parce que je suis intelligent, je m'aime parce que machin, donc je m'évalue. Je m'évalue. Et tant que je m'évalue, je ne pourrai pas être dans l'amour inconditionnel. C'est pas possible. Il faut sortir du jugement. Voilà. Prenez qu'un mot sur lequel il faut œuvrer, c'est jugement. Alors, je fais toujours le petit modulato, parce qu'on me l'a souvent retourné. Alors, comment on fait? Donc, on me dit souvent, mais si je ne juge pas, je ne peux plus rien dire. C'est vrai. Si on vous dit quelque chose, vous allez vous taire de peur d'être dans le jugement. Ah, je ne vois pas. Voilà. Non. On peut très bien exprimer ce que l'on ressent. On peut très bien exprimer ce que cela augure en nous, mais sans juger. Je vais vous donner un exemple parce que ça sera plus clair. Audrey, elle me dit quelque chose, je ne sais pas, par exemple, j'aime le chocolat. C'est la première chose qui me passe par la tête. Ah, mais Alain, j'ai arrêté. Non, mais c'est parce qu'elle m'a dit, mais bon, c'est. Oui, mais non, il faut m'aider là quand même. Ça, c'est universel. Bon, Frédéric, elle est là, donc ça va, alors elle va t'aider. Alors, voilà. Donc, le chocolat. Voilà, si vous n'êtes pas dans le jugement, eh bien, vous allez dire, moi, le chocolat, il ne me convient pas. Point barre. Ça s'arrête là. Moi, le chocolat ne me convient pas. J'exprime ce que je ressens, j'exprime ce qui est en rapport de moi, mais je ne vais pas extrapoler en disant, ah ben tu sais, Audrey, le chocolat, pour toi, franchement, ça fait un petit peu trop, tout ça. Bon, là, on rentre dans des considérations d'évaluation, de jugement. Voilà, ça c'est le jugement. Mais si vous vous contentez, si par exemple Audrey me parle de quelque chose, eh bien moi je vais exprimer mon avis, je vais exprimer ce que ça éveille en moi, mais toujours par rapport à moi. Voilà, je veux dire, elle va me dire, ben tiens, demain je vais à la plage, ça va me faire plaisir, tout ça. Eh bien, moi je vais lui dire, ben là, excuse-moi, mais la plage, ça ne me convient pas, donc bonne plage à toi. Voilà, un truc sans passer toujours par cette notion d'évaluer, de juger, bon, pas bon, machin, tout ça, déjà, ça fatigue. Imaginez-vous que toute la journée, vous êtes en train d'évaluer ce que vous faites, ce que les autres font, tout ça. Donc, parlez simplement de ce que ça éveille en vous et ça sera déjà pas mal, je vais dire. Voilà. En tout cas, ce que l'on peut souhaiter à chacun d'entre nous, c'est par exemple, tu vois, moi je sais, j'aime mon fils. Quand je pense à mon fils, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas en train de classer, oui, non, parce qu'en fait, il est mignon, puis il est gentil, puis il est. En fait, quand je pense à mon fils, il y a de l'amour qui arrive là, comme ça, tout gratuit. De l'amour gratuit. Et en fait, c'est idéal, je pense, c'est ça. Cet amour inconditionnel de soi, comme quand on pense à quelqu'un que l'on aime sans raison, sans évaluation, sans jugement, et juste de ressentir ça pour eux, de ressentir ça pour nous. Oui, vous avez beaucoup de philosophie, d'initiation, de penseurs, de ce que j'appelle moi de gourous, mais de gourous indiens dans le bon sens du terme, hein, qui vont un petit peu tous dans ce sens-là. Il faut sortir de ces conditionnements qui sont inadaptés de compétition. Le pire, c'est la compétition. J'en ai fait beaucoup, donc je peux vous en parler. Hein, tout ce phénomène de compétition, l'air de rien, on est dans l'évaluation de soi par rapport aux autres. Et quand on est dans l'évaluation de soi par rapport aux autres, on ne peut pas être dans l'amour. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que l'amour, c'est justement apprécier l'autre dans sa différence, aimer l'autre avec ses différences, être dans la compassion que l'autre soit différent de soi. Voilà. Donc, quand vous sortez du jugement, vous prenez en compte la différence,
Déjà, vous allez voir comment ça vous change la vie, franchement. Déjà, vous vous positionnez par rapport à vous-même et par rapport aux autres, parce que si vous pouvez le faire pour les autres, c'est que vous le faites déjà pour vous, hein, d'accord, de sortir de l'évaluation, de vous prendre donc la différence, mais c'est aussi votre différence. Et ça, c'est merveilleux. Déjà, ça allège, on se sent beaucoup mieux, on s'ouvre à tout plein de choses. Et je vais même vous dire une chose, à quel point c'est important, et je sais que Audrey est dans cette voie-là aussi. Vous connaissez un petit peu l'épigénétique? Ça vous dit quelque chose? Bon, l'épigénétique, pour vous faire une définition très simple, c'est l'impact de l'environnement dans son le plus large possible. Hein, donc, c'est l'impact de l'environnement sur l'expression de nos gènes. L'expression, ça ne module pas le génome, c'est l'expression de nos gènes. Eh bien, dites-vous bien que tout ça, là, eh bien, ça va impacter votre génome et donc l'expression de vos gènes. Donc, si on est dans une énergie qui correspond à cette notion de l'amour, eh bien, on va pouvoir augurer d'allumer des gènes qui sont de bonne aloi chez chacun. Et si on est dans la passion, et surtout dans cette passion dévorante qui fait souffrir, si on est dans la fusion, si on est dans le don de soi, hein, je reviendrai au don de soi tout à l'heure, tu m'y fais penser Audrey, parce que ça c'est important, voilà, eh bien on va impacter l'expression de nos gènes. Et ceci, c'est pareil pour tout. Donc si on est dans le jugement, dans la comparaison, ce qui va occasionner des dualités en nous, et ce qui va occasionner des stress et tout le reste, eh bien on risque d'allumer des petits interrupteurs de notre génome, c'est-à-dire l'expression de nos gènes, eh bien, qui ne va pas être adaptée. Bon, vous me direz, l'épigénétique, c'est valable dans toute notre interaction avec notre écosystème au sens le plus large possible. Hein. Mais spécifiquement, sur le côté émotico-amoureux, on va dire, eh bien, on va aussi, l'expression de nos gènes vont aussi réagir par rapport à ces stimuli, hein, et sur lequel il serait de bonne aloi qu'il soit le plus en rapport vibratoire avec la meilleure des voies, donc vers la compassion, vers la prise en compte de la différence et sortir du jugement. Déjà, on va émettre des vibrations qui vont être beaucoup plus en équation avec notre génome. Voilà. C'est juste un petit voyage là dans l'épigénétique parce que je trouve que même dans les arts anciens ou dans toutes les interactions que l'on peut avoir avec l'univers au sens large et avec les autres, l'autre, hein, ça veut dire autre que soi, eh bien, on ne pense pas, alors c'est sûr, on ne va pas penser toute la journée épigénétique, mais penser simplement que l'interaction avec l'autre a une portée sur notre intérieur profond. Hein. C'est vraiment ça une interaction, ça a une interaction, ça a comment on appelle ça, une réaction sur nous-mêmes. Hein, voilà. Et juste une petite incartade pour le don de soi. Alors, en astrologie, par exemple, et même dans d'autres voies un peu plus scientifiques, hein, en astrologie, il est dit ceci. Et je vous pose la question, et je pose la question à Audrey parce que je sais qu'elle connaît le sujet sur le bout des doigts. Alors, entendons-nous bien, quelle est la différence entre le don de soi et le sacrifice? Et, donc, tu me poses vraiment la question? Je pose à toi et à tout le monde. Et le sacrifice, c'est le déni de soi. Oui. Donc, et le don de soi? Soi, c'est offrir ce qu'on a, ce qu'on a à l'intérieur de façon naturelle et partagée, en fait. Oui, mais oui, c'est ça sur le fond. Mais où elle est la limite entre le don de soi et le sacrifice? Parce que le sacrifice, c'est faire fi de soi, et le don de soi, on ne fait pas fi de soi. Quelle est la limite? L'amour. Oui.
L'amour Oui, est le respect. Quand on est aligné avec ce qu'on fait, avec ce partage, on est dans le don de soi. Quand on l'est plus et qu'on justement on sacrifie soi-même, on se nie soi-même pour l'autre, à ce moment-là, on n'est plus dans l'équilibre. Voilà. Donc Audrey l'a expliqué comme ça. Moi, je vais vous donner une définition qui, quelque part, veut dire la même chose, mais de manière différente. Comme ça, chacun aura deux définitions pour pouvoir intégrer celle qui lui va le mieux. Hein? Moi, je dirais que le don de soi, c'est aller vers l'autre sans que l'autre passe avant soi. Et que le sacrifice, c'est faire passer l'autre avant ses besoins. Voilà. Donc, pour résumer, le don de soi, c'est exprimer et respecter ses besoins en premier lieu et après réaliser ou aller vers l'autre. Et le sacrifice, c'est faire fi de ses besoins et c'est faire passer l'autre avant soi. Voilà. Donc, vous voyez que la limite, elle est fine. Hein. Des fois, on croit être de côté, puis on est de l'autre, et puis des fois, voilà, il faut faire il faut vraiment faire focus pour voir si vraiment, quand on est ce qu'on appelle dans le don de soi, si l'on n'est pas justement dans ce sacrifice déguisé. Ça, c'est une chose. Et après, sur le même principe, puisque je ne sais pas, j'ai vu passer Sœur Teresa, il y a une autre perception aussi dans l'étude caractérologique et vraiment dans ces voies de compréhension que sont les arts anciens et même d'autres principes comme la psychosophie, tout ça, il y a d'autres voies hein, qui expriment que il y a des gens, écoutez bien, et il y en a, hein, c'est ce que je vous dis là est réel, il y a des gens qui réalisent leur ego par rapport à l'autre. Si vous prenez le cas de l'abbé Pierre, de Sœur Teresa, et que vous le regardez sous cet œil-là, eh bien, vous allez commencer à conscientiser peut-être autre chose. Et si je vous parle après d'altruisme, eh bien, vous apercevrez que peut-être l'altruisme n'existe pas autant que ce que l'on veut bien le prôner. Parce que l'altruisme, c'est la réalisation de soi par rapport à l'autre. Et forcément, on est dans une construction de l'ego qui est, voilà, c'est une des façons de construire l'ego. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous laissiez maturer ça et que vous regardiez un peu si ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est intéressant un petit peu de concevoir ces différentes facettes qui sont parfois prônées d'une manière et quand on s'intéresse à la chose, eh bien, vous verrez que c'est tout autre. Voilà. Et que des fois, ça fait partie de nos filtres, ça. Hein. Ça fait partie de nos comportements inadaptés. On croit être dans une voie et puis en réalité, on est dans une autre. Et quand on s'en rend compte, eh bien, on va beaucoup mieux. Après, par exemple, pour deux personnes qui feraient la même chose, admettons, on va dire des avatars on va dire Mère Teresa, pas forcément elle, mais des gens comme ça, des personnes font ça avec un certain, il y a pas un écho. Un petit peu, oui. Avec une idée d'avoir en image une image, on va dire, égoïque en retour, on va dire, voilà, je fais du bien aux autres parce que ça me fait du bien à moi, et donc je me réalise à travers l'autre. Et après, il peut y avoir des caractéristiques, tout simplement, des personnes qui sont dans le don de soi véritable. Oui, mais oui, ça peut. Moi, je ne détiens aucune vérité. Je vous lance juste des voies de réflexion hein, sur le principe. Maintenant, quand on s'intéresse à tout ça, eh bien, vous verrez que la réalisation de soi par rapport à l'autre, ça n'a rien d'altruiste. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des altruistes. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que beaucoup de principes altruistes, eh bien, si vous les étudiez un petit peu, si vous regardez comment ça fonctionne et si vous discutez avec les gens, ben, vous apercevrez que ce n'est pas de l'altruiste, c'est de la réalisation personnelle par rapport à un mouvement extérieur. Corinne qui nous dit le don de soi, on se protège et se met des limites pour ne pas se faire bouffer par les autres.
Ben oui, parce que là, on est dans le sacrifice, hein, après. C'est toujours pareil. Vous savez, il y a un vieil adage qui dit ceci pour être sûr de ne pas être dans le sacrifice, c'est de regarder si on passe avant. Voilà, c'est tout simple. Si on passe avant, on n'est pas dans le sacrifice. Si on passe après, on est dans le sacrifice. C'est tout simple. Voilà. C'est un bon repère et facile. Alors, il y a quand même beaucoup de commentaires. Alors, à souligner, l'huile essentielle de rose de Damas possède une fréquence de 380 Hz. Et apparemment, tu le confirmes. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Bien, moi, je sais que la rose de Damas, elle a certaines, on va dire, certaines propriétés. Voilà. Maintenant, je ne suis pas assez calé sur le sujet. Je sais que la rose de Damas, elle a vraiment des propriétés un petit peu exceptionnelles, je vais dire. Maintenant, sa fréquence, honnêtement, je ne la connais pas, mais j'ai utilisé la rose de Damas dans certains cas. Et c'est vrai que ça a des propriétés un petit peu exceptionnelles. Maintenant, dans la nature, tout est fait pour être synergique et toutes les capacités de chaque chose dans la nature, c'est pour le bien de l'ensemble. Voilà. Il n'y a pas quelque part, après, par rapport à ses perceptions, on va apprécier plus ça ou plus ça, mais dans la nature, tout est fait pour que tout soit interactif et que l'on trouve de tout par rapport à chaque spécificité. Voilà. Merci. Alors, Katia qui nous dit, quelle carte pourrait nous conseiller de savoir nous aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer l'autre pleinement? Alors, au sujet des cartes aussi, pour celles et ceux que ça intéresserait, dans la description de la vidéo, il y a un lien. Si vous aimez l'oracle Béline et que vous avez envie de suivre une formation d'Alain sur la question, vous avez un lien là-dessus. Et maintenant, bonne question, Katia. Merci d'avoir posé. Merci, Katia. Donc, alors, moi, je vous proposerai d'œuvrer sur la carte de l'amour. Là. This here. Parce que comme l'a dit quelqu'un, et je rejoins complètement, la compassion est l'état vibratoire de l'amour la plus haute pour le règne humain. Voilà. Et cette carte-là, elle représente bien cet éveil issu de l'amour. Et justement, l'élévation, l'oiseau porte comment on appelle ça, pas la couronne, la gerbe je pense que ça doit être des lauriers, c'est toujours ce qui est associé à cela. Eh bien, le fait que l'oiseau s'élève, on sait qu'on est dans la compassion, parce que ce qui élève l'amour et qui fait l'amour à son octave le plus haut, c'est la compassion. Ou la compassion et l'amour à son octave le plus haut, c'est comme vous voulez. Voilà. Et la carte de l'union, on est plus à un niveau émotionnel de la chose. On est plus à un amour émotionnel, on est plus à un amour de sentimentalité. C'est la différence qu'il y a. Et avec la carte de la passion, alors là, on est plus au niveau instinctif, on est plus au niveau du bélier, par exemple, au niveau martien. Alors qu'avec la carte de l'union, on serait plus au niveau de la lune, hein, on serait plus au niveau lune-Vénus. Et avec la carte de l'amour, on serait vraiment dans cette notion solaire de l'amour. Hein. Voilà. Alors, Barbara qui me dit, le jugement ne serait-il pas la voie du mental de notre ego? Bah, bien sûr, on s'évalue, l'ego s'évalue. C'est sûr. C'est sûr que depuis tout petit, on œuvre sur votre ego, hein. Enfin, sur nos égos, parce que j'en fais partie. Hein. Et donc, question suivante, la question à 1 million. Pour s'aimer inconditionnellement, faudrait-il donc passer par la reconnaissance des masques de l'ego, eux-mêmes liés à nos blessures? Bah, bien sûr, ça c'est tout à fait vrai. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste. Si on veut aller vers l'amour inconditionnel, moi je dis,
aller vers l'amour inconditionnel, eh bien, c'est sûr qu'il est déjà important de remettre son ego à sa place, à sa juste place. Voilà. Pas s'en débarrasser. Des fois, avant, on entendait qu'il faut se débarrasser de l'ego, surtout pas. Hein, sans ça, vous mourrez. Alors, c'est pas bon non plus. Il faut juste le remettre à sa juste place. De toute manière, dans les êtres que nous sommes, l'équilibre ne peut se réaliser que par la juste place de chaque partie. On est des êtres qui sommes faits de deux parties. Il y a une partie matière, une partie énergie, hein, sans rentrer dans les grands détails, ou partie animique si vous êtes dans cette voie-là. Eh bien, il serait utile que chacun trouve sa place. Le côté animique ou énergie, il est là pour diriger la matière, et l'ego, il est là pour entretenir la matière. Voilà. Déjà, quand on se situe, quand on arrive à réintégrer chacun sa place, c'est bien. Voilà. Maintenant, l'ego, il a pris des mauvaises habitudes pour dire, eh bien, grâce à l'énergie animique et grâce au contexte, grâce à tout ce que nous renvoie notre extérieur, on va pouvoir œuvrer sur notre intérieur et se défaire des filtres qui nous font voir les choses pas de manière adaptée. Voilà. On revient un peu à des notions de la non-dualité, neti-neti, ni ceci, ni cela. Voilà. Donc, sortir de l'identification à toute chose, et une fois qu'on sort de l'identification à toute chose, il reste bien quelque chose. Voilà, mais c'est sûr que être soi hors filtre, c'est déjà un bel éveil. Hein. Oui. Coucou Bénédicte. Oui, la comparaison. Oui. De tout comparer. Alors, Katia qui nous dit: parfois on n'arrive pas à montrer son amour parce que de génération en génération, les mères n'ont pas donné de signes affectifs à leurs enfants. Oui, ça c'est un formatage aussi. Hein. Mais après, il faut voir dans la lignée aussi. Il faut, voilà, mais à partir du moment où on en prend conscience et où on se rééduque, eh bien, ça va corriger pour tous les descendants à venir. Hein. Il faut bien qu'il y en ait un dans la lignée qui corrige. Voilà. Donc, soyez celui-là. Et c'est vrai que grâce, je dirais pas que, mais grâce à tous ces arts anciens, quels qu'ils soient, hein, eh bien, on a cette opportunité de corriger. Hein. Alors, moi, à mon niveau, alors c'est sûr que je pratique les arts anciens depuis très longtemps, mais à ma connaissance, il y a des méthodes modernes, on va dire. Mais en comparaison, puisque je pratique les deux, je m'intéresse aux deux, eh bien, c'est bien de s'en servir de manière synergique. Mais à la base, je trouve que ce soit, alors tout dépend comment on pratique, bien entendu, hein, mais que ce soit les cartes, que ce soit l'astro, que ce soit certaines pratiques comme ça, elles sont quand même d'une grande utilité dans le phénomène de correction. Moi, je vous le dis comme ça, il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent, voilà, en une demi-heure, vous m'avez mise à nu et alors que ça me pris dans d'autres voies beaucoup plus de temps. Mais le principe, ce n'est pas de mettre à nu la personne, le principe est de lui donner des clés, de lui donner des connaissances sur ses filtres, de manière à ce que par son action, par sa prise de conscience, elle puisse s'en défaire. Voilà. Et c'est vrai que c'est parlant. Voilà. Si vous prenez un jeu de cartes comme ça, vous posez les 3 cartes de l'amour devant vous, et vous vous posez la question, qu'est-ce que ça me renvoie? Dans quel genre d'amour suis-je? Voilà, vous avez trois principes et ça va vous permettre de vous poser la question. Suis-je dans la passion? Suis-je passionné? Suis-je quelqu'un qui s'unit facilement? Et qu'est-ce que me renvoie à mes unions? Quelle est la quintessence de mes unions? Ou alors suis-je dans l'amour? Suis-je vraiment dans ce partage de complétude? Hein? Ou suis-je dans la compassion? Vous savez, la compassion, comme que je raconte souvent, mais c'est pour expliciter la chose, d'accord? Vous avez des gens qui me disent, voilà, moi je suis dans la compassion, tout ça, et puis ils parlent,
Et puis, au bout d'un moment, il me dit, l'autre jour, je me suis pris la tête à Carrefour avec une femme, elle m'a passé le chariot devant, tout ça, je l'ai traité de tout. Bon, on ne peut pas être dans la compassion à la maison là maintenant et ne pas y être demain. La compassion est un état permanent. C'est comme la sagesse. La sagesse est un état permanent. J'ai des doutes là-dessus. On a tous des moments. On a tous des moments. Après, on part du vécu. Moi, si je regarde par rapport à ma vie, il y a des moments où je suis dans des états de compassion extrêmes ou dans des états de sagesse extrêmes. Et puis, il y a d'autres jours où je peux être fatiguée, où il m'est arrivé plusieurs choses dans la journée, etc. Et il y a quelqu'un qui va m'énerver. Et pour son grade. Hein. Et ça ne veut pas dire pour autant que j'ai perdu toute compassion, en fait. C'est juste un état d'accumulation, plus de fatigue, etc. Alors que si j'y réfléchis un quart d'heure plus tard, cette personne-là, je lui veux aucun mal. Enfin, je veux dire, c'est au contraire. Donc on peut tout à fait traverser différents états, parce que tu le sais aussi peut-être même mieux que nous, on est cyclique. Oui, mais moi je suis tout d'accord avec ce que tu dis. Ce que j'exprimais, et je te dis, je suis d'accord avec toi, ce que j'exprimais, c'est qu'on est dans la voie de la compassion, mais on n'est pas dans la compassion. Le jour où on est dans la compassion, on est comme le Christ. Il n'y a plus rien qui nous fait traiter l'autre parce qu'on a un mouvement d'humeur ou machin. Je te comprends, moi je suis aussi, j'ai mes mouvements d'humeur pour X raisons, mais je suis sur la voie de la compassion, mais je ne suis pas dans l'état de compassion. C'est juste la différence. Quand on est très éveillé, on est dans l'état et on reste dans la compassion. C'est la différence qui est entre la voie, c'est-à-dire le chemin qui mène à la compassion, et être dans l'état de compassion. Oui, moi aussi, des fois, je me prends la tête quand je suis à vélo, le mec, il me passe à ça, alors qu'il a toute la route. Des fois, je gueule un peu. Ah, peut-être, tu ne peux pas te pousser un peu, non, voilà. Et après, je retrouve mon calme et je me dis, bon, je me remémore ce que je vous dis. Je me dis, bon, il est différent. Il ne conçoit pas les choses de la même manière que moi. Pour lui, c'est licite. Il m'a doublé, il ne m'a pas touché, donc ça suffit. D'accord. Et moi, j'ai d'autres notions qui fait s'il était 50 cm plus loin, je me sentirais mieux. Voilà. Mais après, quand on conscientise la différence, tout ça, on retrouve cet état de compassion. Mais après, quand on est compassion, c'est-à-dire qu'on arrive à cet état permanent, eh bien, voilà, on a atteint un état permanent. C'est comme la sagesse. On est tous sages quelque part. On a tous des moments de sagesse quelque part. Mais on n'est pas dans la sagesse. On n'est pas sage quelque part. On n'est pas des grands sages. Parce que ce qui fait la différence entre la voix et le fait de l'état permanent de sagesse, c'est que justement, quand on est dans un état permanent, on ne bouge plus. Hein, quand je dis on ne bouge plus, c'est-à-dire on est sage, peu importe les contextes. Quand on est dans la voie, des fois on dérape. Des fois on a un petit virage à gauche ou à droite, ça dépend. Hein, voilà. Mais c'est la différence qui fait entre la voie et l'état. Voilà. Je ne sais pas si mon fils est encore là, mais apparemment mon fils a suivi une partie de la conférence. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Il arrive sur la conférence sur l'amour, il dit je t'aime, maman. Oui. Bon. Il est fantastique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Frédéric? Don de soi, amour, sacrifice et victimisation. C'est la descente de la spirale infernale. C'est pour le bas, mais c'est tout à fait juste. Hein. Le don de soi, suivant comment on le perçoit, si c'est du don de soi vrai, mais regardez un peu la définition de don de soi et vous verrez que don de soi, sacrifice, c'est très fin. Hein, voilà. Et c'est sûr qu'après, bien entendu, il y a le versant victimisation. Et bien entendu, quand on est dans la victimisation, on va trouver un bourreau, hein, forcément. Bon, eh bien, écoute, merci Annika pour ce petit conseil du point de vue des plantes. Oui. De toute façon, ça peut faire que du bien. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'en plus, son odeur, c'est une odeur très, très, très amour, je veux dire. Hein. La rose de Damas, quand vous la sentez, ça éveille des choses. Hein. C'est bon.
Alors, Alexandra, l'ego est-il la représentation de nos peurs? Non, alors la définition de l'ego, Alexandra, la définition de l'ego, c'est l'ego représente quelque part la concrétisation de notre personnalité. Voilà. Maintenant, dans l'ego, en nous, dans l'ego, il y a des peurs, il y a tout plein de choses. Ça c'est sûr. Mais les peurs, elles sont plutôt dans notre inconscient, hein, dans notre côté inconscient, qui fait partie de nous, bien entendu. Hein. Mais l'ego, c'est vraiment cette matérialisation de la personnalité. C'est l'image que l'on fait de notre personnalité. Mhm. Alors, Nathalie, le problème avec moi, c'est que j'ai tellement d'amour que je me fais toujours avoir et je suis vraiment triste et déçue de l'être humain. Nathalie, ne sois pas déçue de l'être humain. Je crois que, tu vois, ce que tu exprimes là, c'est que je pense que tu es un petit peu dans le sacrifice et forcément, comme tu es un petit peu dans le sacrifice, tu vas vers la frustration. Ça va avec. Donc, remets-toi au centre et après, une fois que tu t'es remise au centre, que tu es dans tes besoins propres, que tu es dans la réalisation de toi, eh bien, après, tu partages cette envie de réalisation, mais réintègre tes besoins. Tu sais, le problème, quand j'ai beaucoup d'amour à donner, eh bien, quand on fait que donner et qu'on donne à outrance, ben forcément, on ne peut pas recevoir. Le canal, il est déjà occupé par donner, donc il ne peut pas recevoir. Il faut savoir qu'un échange, on va dire, un échange à équilibré entre deux personnes, c'est donner-recevoir. Voilà, c'est pas qu'il n'y en a pas qu'un qui donne et l'autre qui reçoit. Hein. Ça ne marche pas, ça. Alors, Nathalie et Lynn aussi, à qui je viens de mettre le commentaire à l'écran, j'espère que pour l'instant, cette conférence vous inspire pour aller vers cet amour de vous-même, sur la voie, comme dirait Alain. Ben, oui, parce qu'en réalité, on est tous dans une voie. Les états permanents, je pense hein, moi je rencontre beaucoup de gens et à part quelques personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, et encore, je suis qui pour savoir s'ils sont dans un état permanent au fond de moi, c'est ce que je ressens. Quand on est avec eux, ben, on sent une certaine sérénité, on sent le calme, on sent, voilà. Mais ce ne sont que des sensations, bien entendu. Mais il y a une telle énergie qui émane d'eux que quelque part, eh bien, on ressent toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu penses alors? Ouais, pas pour Nathalie qui dit le problème avec moi, c'est que j'ai tellement d'amour que je me fais toujours avoir. Ben, déjà, dans les mots qu'elle exprime, hein, répétez-vous la phrase et vous verrez bien que vous allez trouver voilà, j'ai tellement à donner. Bon, ben, si elle donne beaucoup, c'est que quelque part, elle ne reçoit pas. Et ça, il peut y avoir deux, trois raisons pour ça. Hein. Soit elle est vraiment dans le sacrifice et donc elle ne peut pas recevoir. Les gens qui sont dans le sacrifice, ils ne peuvent pas recevoir. Ce n'est pas possible. Sans ça, ils ne sont plus dans le sacrifice. Voilà, ça c'est eux. La deuxième chose, c'est quand on a tellement à donner, comme ça, tellement à donner. Ce que tu veux dire par rapport au sacrifice, c'est qu'en fait, il y a un pattern, un schéma inconscient qui a besoin de se vivre, même au détriment de la personne. Et donc, ce serait ce schéma de sacrifice. Ce qui fait que pour coller à ça, il faut pas sortir du rôle, en fait. Ah ben non, il ne faut pas sortir du rôle, sans ça, on n'est plus. Voilà. Et l'autre principe de donner, 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 c'est-à-dire que l'on a tellement peur de ne pas être aimé par l'autre, hein, qu'on se sent obligé de donner, donner, donner pour que l'on ait un retour de l'autre, et ce retour de l'autre va nous valoriser. Voilà. Donc les gens qui sont beaucoup dans le don, parfois, c'est parce que justement, ils se dévalorisent, hein, ou ils sont dans la comparaison à l'autre, ils se sentent toujours inférieurs à l'autre, et de ce fait, ils donnent pour rétablir justement cette notion de valorisation et se sentir à la même hauteur. Et la troisième qui est un peu intégrée, c'est de
d'être justement dans cette notion de vraiment, pour être sûr d'avoir l'amour de l'autre, eh bien, on va donner à outrance pour avoir un retour. Voilà. Alors, il faut être dans cette notion que Philippe Bobola aime bien appeler l'égoïsme altruisme. D'abord, oui. on pense pour toi, et une fois que ça va bien, ça rayonne en fait autour de soi. Donc, c'est ce que je vous disais à propos d'Osho tout à l'heure, hein, qui arrivait bien avant Bobola. Hein. Osho, il disait, avant de pouvoir aimer les autres, aimez-vous vous-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Voilà, c'est de la cohérence même, il disait. Voilà. Et ça date d'il y a un moment, hein. C'est pas d'hier. Hein. Voilà. Donc, vous savez, tous les grands penseurs, ils sont allés dans cette voie-là de vous proposer de vous aimer vous-même avant d'aimer les autres. Hein. Et c'est CJ qui nous dit « Je fais passer mes enfants bien avant moi et depuis qu'ils sont adultes, pas de retour, c'est dur. » Quelle ingratitude, ces enfants. Ben non, en réalité, c'est normal. Mais bon, c'est tout à fait normal. Déjà, on n'élève pas les enfants pour soi. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est normal que la maman fasse passer les enfants. C'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. Hein. C'est quelque chose sur lequel on ne réfléchit pas tout ça. Voilà. Et en deuxième instance, à partir du moment où les enfants ils sont autonomes, adultes et autonomes, c'est-à-dire ils ne sont plus dans le foyer familial, ça devient des adultes au même titre que vous. Et la notion justement de rapport d'adulte à adulte doit se mettre en place. Quelque part, ça reste vos enfants, mais il doit y avoir aussi la seconde relation qui se met en place, c'est-à-dire une relation d'adulte à adulte. Voilà. Petit bébé. Mais bon, pour les mamans, c'est dur. Oui. Exactement. C'est exactement ça. Quand vous respirez, vous ne faites pas qu'inspirer. Sans ça, vous étouffez. Hein. Et pareil dans l'autre sens. Donc, ça, c'est voilà. Alors, je pense qu'on va garder cette image-là pour ce soir par rapport à l'amour et la respiration. Donc, le mix de l'analogie de Bénédicte et d'Alain. Si on fait qu'inspirer, ça donne quoi? Ben, arrêtez d'inspirer, vous verrez bien. Vous savez, dans l'univers, si vous regardez fonctionner l'univers, si vous avez un exemple contraire, je le prends de suite. Dans l'univers, tout est équilibre. S'il y a un pas dans un sens, il y a forcément un pas dans l'autre. Voilà. De n'importe quelle manière, de n'importe quel stratagème, processus, mais ça ne va jamais que dans un sens. S'il y a un aller, il y a toujours un retour. Forcément. Vous prenez tout dans l'univers. Tout est comme ça. Voilà. Donc, nous, on est l'univers, je vous le rappelle, hein, je ne le dis jamais assez trop, il me semble, mais on est l'univers. On n'est pas dans l'univers, on est l'univers. C'est cette distinction qu'il faut faire là aussi. Et en parlant d'amour, vraiment, à mon sens, et ce qui est issu de plein de choses, la conscientisation au niveau du règne humain, hein, j'entends bien, au niveau du règne humain, c'est de vraiment conscientiser qu'on est l'univers et de se comporter comme se comporte l'univers, puisqu'on est l'univers. D'accord ? C'est-à-dire être dans la cohérence, être dans l'innocuité. L'univers, il est dans l'innocuité. Il fait de mal à personne. D'accord ? Même s'il y a une schématique de naissance et de mort dans l'univers qui est utile à la vie, la mort est le contraire de la naissance et pas le contraire de la vie. Parce que si la mort était le contraire de la vie, comme des fois on l'exprime de manière basique, eh bien, depuis que ça meurt, il n'y aurait plus de vie, forcément. Voilà. Donc, la mort est le contraire de la naissance, tout simplement. Et si on vit dans ce précepte-là, qu'on est l'univers, et on est l'univers, hein, on est des bébés étoiles, on est fait de carbone, tout ça, comme les étoiles, eh bien, il y a un comportement, justement, d'amour inconditionnel qui se met en place. Si on n'est pas dans cette notion-là, la mise en place de l'amour inconditionnel est très difficile. Parce que justement, on ne s'identifie pas à l'univers, on va s'identifier à quelque chose qui vit dedans.
Et le positionnement, il est totalement différent. Si on conscientise vraiment au fond de soi qu'on est l'univers, eh bien, je vous garantis que votre comportement envers tout ce qu'il y a autour de vous va changer. Et là, vous allez commencer à petits pas dans le chemin de l'amour inconditionnel. Voilà. À partir du moment où vous faites de la différence entre vous et l'univers, eh bien, c'est pas pareil. Voilà. Puisque si vous regardez les phénomènes quantiques d'intrication, eh bien, il vous démontrera par B qu'on est une partie de l'univers, tout simplement, puisque les deux premiers atomes qui ont été en connexion, eh bien, il reste à tout jamais, peu importe le temps et l'espace. Donc, on est l'univers, on a cette énergie, ce taux vibratoire de la création de l'univers en soi. Alors, c'est pas, je ne suis pas cuit perché sur une branche. Hein. Vous pouvez regarder un petit peu si ça vous intéresse. Allez voir un petit peu dans cette voie-là et vous comprendrez ce que je veux dire. On est l'univers. Voilà, on est l'étoile et l'univers. Nous, là, tous là, on est l'univers, mais on a aussi une interaction personnelle dans cet univers. Hein, les planètes, les étoiles, les soleils, les galaxies. Mais tout ça forme un ensemble. Et c'est ce qui me plaît à dire depuis des années. C'est l'individu au service de l'ensemble et pas l'individu au service de l'individu. On se développe soi, hein, on se bonifie pour bonifier l'entièreté. Voilà. Oh, you speak English. Non, je passe. Et qu'est-ce que ça changerait dans nos vies si nos actions étaient guidées par l'amour plutôt que la peur? Comment est-ce qu'on reconnaît quand on fait des choix par amour et quand on fait des choix par peur? On le ressent à l'intérieur. Hein. À partir du moment où vous commencez à ressentir des tremblements et des frissons, c'est que vous êtes dans la peur. Hein. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ressens très vite si je suis dans la peur ou si je suis tout simplement pas dans la peur. Quand je suis dans la peur, j'ai une boule à l'estomac, j'ai une boule à la gorge et j'ai un frissonnement dans le ventre. Là, je sais que c'est la peur. Tu sais, par rapport à ce qui nous concerne tous, là, l'histoire du coronavirus, les gens ont accepté d'enfermer les personnes âgées pour les protéger du virus, mais les ont finalement condamnées à l'isolement. Ce qui est terrible, en fait. Est-ce que c'est un choix qui est guidé par l'amour, la préservation, ou par la peur? Vous voyez que le coronavirus, il a déclenché une peur planétaire et tout le monde est muet par la peur. Vous entendez dire des choses, si vous les aviez dit 10 ans, mais même pas 2 ans avant, on vous aurait mis, je ne sais pas, on vous aurait traité de tout. Là, maintenant, ça paraît tout à fait normal, tellement la peur est présente. Moi, je vous dis, honnêtement, ce que je vois autour de moi, ce que j'entends, ce que je vois, c'est que de la peur partout, de la peur partout. Et je vous citerai juste un exemple qui n'a rien à voir avec la politique, tout ça, parce que astrologiquement, je pourrais vous en parler des heures, mais là, c'est juste, voilà, dans une petite voie, c'est que moi, je vois des gens qui sont allés en gros à 1200 mètres d'altitude, tout seul, avec le masque. Donc ça, c'est la peur. Il faut les comprendre, ces gens. Ils ont peur. Mais si on revient aux personnes âgées, pour les personnes qui ont envie de protéger, que ce soit leurs parents, leurs grands-parents, etc., et qui pensent que finalement les mettre seuls pour ne pas les contaminer, c'est le bon choix. Est-ce qu'il peut y avoir un jugement de valeur là-dessus? Un jugement de est-ce que c'est un choix d'amour, est-ce que c'est un choix de peur? Je ne peux pas parler au nom des autres. Parce que si je parle au nom des autres, ça veut dire que je détiens la vérité. Et ce n'est pas le cas. Par contre, ce que je peux parler en mon nom. Hein, en mon nom, si on veut sortir de l'abus d'autorité, c'est demander à ces personnes-là qu'est-ce que tu veux. Voilà. Comment tu veux vivre ça? Tout simple. Voilà. Moi, je sais que j'ai une maman, j'ai un papa
qui sont très âgés, 87 et 84, donc ça commence à porter, je leur demande, comment vous voulez vivre ça? Vous voulez que je vienne vous voir? Vous ne voulez pas? Moi, je ne peux pas ramener ma science, comme on dit, gentiment. Moi, je demande, je respecte l'autre, je le conscientise dans sa différence. Si un jour mon père il me dit, écoute Alain, moi j'ai la trouille, je ne veux pas que tu viennes me voir, je l'aimerai toujours, je ne le jugerai pas, et je me dirai, bon, c'est sa décision, ça lui appartient. C'est tout, voilà. Donc je peux parler qu'en mon nom. Hein. Mais j'adore ta réponse en fait parce que, à mon sens, c'est ce qui devrait être mis en œuvre et depuis le début au niveau national. C'est-à-dire que là, on a un gouvernement qui nous prend pour des enfants, mais des bébés, à qui on doit imposer, tu fais ça, tu te couches à telle heure, tu vois telle personne, finalement tu la vois pas, enfin tu manges à 3, tu manges à 4. C'est et il y a plus aucun libre arbitre, il y a plus aucun choix de vie en fait. Et donc il y a pas d'amour. Et c'est ce qui se répand en fait de mesure en mesure, des choix sans amour. Bien sûr, de toute façon, vous savez très bien que la peur, et ça, pour ceux qui font un petit peu de neurosciences, vous savez que la peur engendre le reptilien et ça coupe toute autre faculté. Vous pouvez vous renseigner sur un site de neurosciences, tout ça, vous verrez que quand le reptilien se met en marche, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus rien. C'est pour ça que les gens, quand on a mis en marche leur reptilien, ils sont allés vider les supermarchés. Il n'y avait pas de raison, mais la peur, c'est la peur. Vous savez, la peur est puissante. Hein. La peur est vraiment, je vais dire, un état hyper puissant. Hein. Ils réagissent à ça. Il faut les comprendre aussi. Hein. Tout le monde n'a pas le discernement. On est tous différents. C'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Voilà, moi je ne suis pas Jésus, mais j'aime tout le monde. Alors bien entendu, même si on m'agresse, j'aime la personne, mais je me défends. Entendons-nous bien. Hein. C'est sur deux niveaux différents. Mais il faut aussi comprendre qu'une personne qui a peur, moi j'ai vu des gens avoir peur dans ma vie, mais vraiment, hein, la peur, la vraie peur, hein, celle qui voilà, eh bien, je vous garantis qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cohérence, il n'y a rien. On sauve sa peau. Voilà. Par tous les moyens possibles et imaginables, mais même des moyens que vous n'avez pas idée. Eh bien, c'est ce qui se passe. Hein. On a mis la peur aux gens, on leur fait peur, ils sont dans la peur, ils font n'importe quoi. C'est tout simple. La peur est ce principe il va falloir que vous en sortiez d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien. Et le résultat, ben, parfois, il est là. Hein. Voilà, donc Alexandra disait qu'est-ce qui nous pousse à choisir la peur? Donc toi, tu dis que ça se loge dans le reptilien, donc c'est quelque chose de très primitif. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette même fonction, mais avec l'amour? Pourquoi est-ce que c'est si facile d'enclencher ce reptilien et pas d'enclencher, et du moins s'il y avait une partie du cerveau qui correspondrait au bouton amour, ce serait où? Déjà, il faut savoir que le reptilien est notre cerveau le plus ancien et que quand on était dans les cavernes, la première chose qui pouvait nous arriver, c'est de se faire bouffer et de mourir de froid, de tout. Voilà, et qu'il fallait se nourrir. Et quand on sortait pour aller chercher de la nourriture, il n'y a pas beaucoup qui revenaient le ventre plein. Hein. Il y en a qui couraient beaucoup parce qu'ils avaient des trucs derrière. Voilà. Et donc, de ce principe-là, le premier cerveau a été le cerveau qui nous maintient en vie. C'est le reptilien, c'est celui-là qui nous maintient en vie. Et la peur est le phénomène qui va déclencher le reptilien. Donc, c'est cette réaction, on va dire, instinctive de peur qui va mettre en marche nos systèmes de défense les plus sophistiqués. Et ce n'est pas notre analyse, hein, cette défense la plus sophistiquée. Hein. C'est la fuite, le gel sur place et puis l'agression. Voilà. Donc, voilà. Et pourquoi on n'a pas un bouton pour l'amour dès le départ? Eh bien, parce que justement, dès le départ, ce qu'il fallait faire, c'était sauver nos fesses. Donc, notre cerveau a été constitué dès le départ du reptilien qui sert à sauver nos fesses. Voilà. Et peut-être que dans 3000 ans, quand on aura évolué vers l'amour, eh bien, on aura aussi un petit morceau de cerveau en plus, quelque part, je ne sais pas où, là, qui sera le bouton de l'amour, parce qu'on aura évolué. Mais pour le moment, la première chose qu'on a eu à faire, c'est de rester en vie. Donc, on a un cerveau adapté à ça.
Hein. Maintenant, il y a une chose importante sur la peur. La peur. Comment on annule la peur? Allez, on va faire un jeu. Comment on annule la peur? 3 secondes, chacun on dit la sienne et après on va voir s'il y a une compréhension commune. Voilà. Te connaissant, je suis sûre que tu l'as rassuré, Frédéric. Pardon, répète ta question, j'étais sur. Ça m'a perturbé le commentaire de Frédéric. Qu'est-ce que tu avais demandé? Non, j'avais demandé, ben justement, par rapport à ça aussi, ça peut le faire. Comment on annule la peur? Qu'est-ce qui fait qu'on peut stopper la peur? Affronter. Oui, ça c'est le principe. Mais quelle est pas l'action, mais quelle est notre réaction cérébrale qui peut annihiler la peur? L'attaque. Alors, pour annihiler la peur, déjà, il faut anticiper. D'accord? Il faut anticiper déjà. Parce que quand la peur, elle est là, c'est le reptilien qui prend, et vous savez que le reptilien, il coupe toutes les fonctions de toutes les autres parties du cerveau. Voilà. Donc, il faut, partant de ce principe-là, il faut anticiper. Et comment on anticipe la peur? Eh bien, c'est tout simple, par la connaissance. C'est la connaissance qui empêche le déclenchement de la peur. Et vous savez très bien que l'ignorance engendre la peur. Vous voyez bien dans des périodes comme le Moyen-Âge, tout ça, où l'ignorance. Pas besoin d'aller si loin. 2021. Oui, toi-même. Voilà. Donc, juste pour vous donner une piste de réflexion, l'anticipation par la connaissance, eh bien, ça a le pouvoir d'annihiler la peur. Voilà. Et à partir du moment où vous n'êtes pas dans la voie de la connaissance de tout ce qui se passe et de ce que vous ressentez et de tout ça, eh bien, vous risquez de céder à la peur. Voilà. Dont le discernement fait partie, et connaissance, discernement, cohérence, voilà. Eh bien, c'est là quelque part, c'est le petit cocktail qui va vous éviter d'entrer dans la peur. Voilà. Maintenant, la peur est itinérante à la perte de la vie, et celle-là, eh bien, on a beau raisonner, enfin, du moins à mon niveau déjà, beau raisonner, ça file toujours la trouille, quelque part. Voilà. Maintenant, il y a plein de choses dont on pourrait parler sur ce sujet, mais on en parlera peut-être un jour. Frédéric qui nous dit par rapport à son petit-fils, oui, je l'ai écouté, respecté dans son choix, et avec ses parents, on se fait la bise, donc je l'ai eu, mais sur le tard. Waouh! C'est étrange que ce soit venu de lui, quoi, si petit. Oui, mais vous savez, les gamins, ils sont beaucoup plus réceptifs que nous, ils ont une coquille vide par rapport à nous, hein, c'est toujours pareil. Hein. Donc, un gamin, ça pompe tout. Mettez un gamin dans un endroit, n'importe lequel, et vous allez voir ce qui va vous sortir. Des choses que vous n'avez même pas vues, ou même pas fait attention, parce que votre cerveau a tout vu. Mais le gamin, lui, s'en rappelle. Nous, on est un peu surchargés, donc on ne se rappelle pas de tout. Mais le gamin, lui, il va s'en rappeler. Et il suffit de lui montrer 2 ou 3 pubs avec pas de bisous mamie parce que Corona, le gamin, il va imprimer de suite. Hein. C'est tout. Hein. Ouais, à l'école, ouais. Bah après, ça dépend aussi quel est l'exemple dans la famille. Nous, on n'a absolument rien changé. J'ai 2 grands-mères de 90 ans. Personne n'a acheté un gel hydroalcoolique dans ma famille. Personne ne met le masque. Tout le monde s'embrasse. Alors du coup, ça n'a pas... Il n'est pas rentré dans ce genre de considération de peur, justement. Et heureusement, parce qu'il m'a raconté qu'il a des conversations avec des copains à lui à l'école.
qui, eux, ont peur de le passer à des personnes âgées, effectivement, et de Ben tuer les vieux, en fait. C'est ça qui est dramatique. Les jeunes ont peur de tuer les vieux. Bref. toutes les fois, il y a quelque chose qui est utile à savoir en rapport de l'amour. C'est que si vous prenez par exemple un autre jeu comme le tarot de Marseille, vous avez l'arcane du diable et du soleil. Eh bien, vous savez que la peur est séparatiste. Hein. La peur, elle engendre la désunion. La peur, elle engendre toute chose, toute réaction de désunion. Alors que si vous prenez l'arcane du soleil, c'est-à-dire la compassion, la prise en compte de l'autre, tout ça, eh bien, on est dans l'union. On est dans la prise en compte de l'autre. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une petite méditation en silence, quelques minutes, pour ressentir l'amour en soi et autour de soi? Et de clôturer cette soirée sur ça. C'est une très bonne idée, ça. J'attends vos retours dans le chat. Et puis, j'oublie aussi, j'oublie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à appuyer sur la petite cloche. Normalement, ça marche. Pour recevoir les notifications. Et bien sûr, de partager ce live autour de vous. Perfect. On a Annika qui est partante. Mais ça m'aurait étonné que tu sois pas partante aussi. Nathalie aussi, super. Claire, bonne idée. Parce que c'est bien la théorie et tout, mais il faut que ça s'ancre. Bon, eh bien, écoutez, on va prendre ces quelques minutes de tous fermer nos yeux et se laisser aller à ressentir ce sentiment d'amour. Pour nous, pour les gens qu'on aime, et au fur et à mesure où ça grandit, pour la planète entière.
Merci tout le monde. Merci Alain. Merci. Je vais vous proposer aussi quelque chose à faire en dehors. C'est de réintégrer l'univers. C'est pas une méditation, hein, c'est vous posez et vous réintégrez l'univers. Vous êtes l'univers, donc vous confondez dans le grand tout. Voilà, et vous verrez, ça fait beaucoup de bien. Et là, vous aurez l'univers est amour, d'accord? Donc rejoignez ce que vous êtes en réalité. Donc rejoignez l'univers. Faites ça de temps en temps, vous verrez, c'est intéressant. On se dit à la prochaine pour une nouvelle sacrée conversation. Merci beaucoup de ce beau partage. Merci. Au revoir. Belle soirée à toutes et à tous.